Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Chantal Delsol. Bonjour madame. Bonjour. Chantal Delsol, professeure des universités en philosophie politique, membre de l'Institut de France et auteur de livres de philosophie, d'essais et de romans traduits dans une quinzaine de langues. Madame, vous publiez cet ouvrage « Les infortunes contemporaines de la démocratie », publié chez Bolen, comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Madame, vous commencez avec le constat suivant. Nous ne sommes plus en situation de démocratie, mais en situation de guerre. Pourquoi les régimes démocratiques, réputés si tolérants et courtois, considèrent les partis populistes non pas comme des adversaires, mais comme des ennemis ? Oui, là, vous avez pris un bout de phrase au milieu d'une phrase. Donc, c'est pas. Disons que je n'annonce pas que nous sommes non plus en situation de démocratie, mais en situation de guerre, comme ça, boum. Je dis, à partir du moment où l'on a en face de soi des ennemis et non pas des adversaires, on n'est plus véritablement en situation de démocratie, mais ça convient plutôt à une situation de guerre. C'est-à-dire que nous sommes dans une démocratie qui, au fond, se sent en guerre. Et voilà. Donc c'est un petit peu différent. Alors la deuxième question, c'est la question de l'adversaire et de l'ennemi. L'adversaire, c'est quelqu'un avec qui on discute, on dialogue, avec qui on est tolérant. Donc on voit bien qu'actuellement nous avons plutôt des gouvernements qui ne traitent plus d'ailleurs avec des ennemis. Ça pourrait se décliner comme l'ère des lampions, si j'ose dire, et on les voit tous les jours. Alors en ce qui concerne le populisme, quelle était la question ? Vous avez cette phrase aussi, une guerre idéologique qui est en même temps une lutte de classe. Oui, c'est ce que je trouve le plus inquiétant dans l'affaire des démocraties libérales, que je préfère appeler comme ça, parce que le populisme, bien sûr, on utilise le mot, mais c'est une injure. Donc, vous voyez, j'aime mieux utiliser démocratie libérale. Le problème avec les démocraties libérales, et ce que je trouve le plus mortifère, au fond, c'est que vous avez d'un côté les peuples, c'est-à-dire les citoyens ordinaires, si vous voulez, nous tous, et puis de l'autre côté, les élites, qui n'ont pas, au fond, les mêmes idées sur la situation, la même vision du monde. C'est ce que Goodhart a appelé les anywhere et les somewhere. Donc, en fait, les peuples sont d'un côté, les élites de l'autre. Et il y a une sorte en même temps qu'une guerre idéologique, il y a une guerre de classe. Et ça, je trouve ça terrible, parce qu'une guerre idéologique, si vous voulez, ça peut avoir du panache, on peut discuter, on peut... Même d'ailleurs, si on utilise des armes, c'est encore une guerre. Ça peut être une guerre à la loyale, mais une guerre de classe, ça a quelque chose de dégoûtant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Ce populisme est un terme qui est souvent utilisé pour mépriser, pour disqualifier son adversaire. Comment le reconnaît-on, le populisme ? Eh bien, on le reconnaît disons... Comme c'est une injure, il est reconnu par certains, parce que tout le monde n'accepte pas le mot, le substantif, qui en fait est un qualificatif, enfin bref, parce qu'il y a une partie du peuple, qui est parfois très importante, qui refuse ce que font les élites, en considérant que les élites sont, comme on dit, hors sol, donc elles manquent au sens de la réalité, si vous voulez, et ces peuples prennent des décisions que les élites considèrent comme plus que maladroites, graves, insensées, et donc on se trouve dans des situations qu'on a déjà vues dans l'histoire, d'ailleurs depuis les tyrans grecs, c'est-à-dire depuis 2500 ans avec les démocraties anciennes déjà, et qu'on a vu au XXe siècle avec une population entière qui vote pour Hitler à 95%, quasiment 3 fois de suite en fait. Autrement dit, on se trouve devant une situation où on dit le peuple fait n'importe quoi, il vote pour n'importe qui, il élit des dirigeants fous, vulgaires, voilà, c'est ça qu'on appelle le populisme. Alors justement, vous dites que les démocraties dites illibérales, dont on entend de plus en plus parler, qu'elles ne sont pas des tyrannies, mais qu'elles injurient la démocratie, et c'est vos termes, de façon sournoise et discutable. Qu'est-ce qui vous choque justement dans cette façon... Là, c'est encore un morceau de phrase, parce que, bien sûr, si on le retire de son contexte et si on en fait une tête de paragraphe, une tête de chapitre, ça peut paraître bizarre. Bien sûr que les démocraties libérales injurient la démocratie telle qu'elle se donne ailleurs.
mais ne l'injurie pas d'une façon générale et totale. C'est un morceau de phrase, donc ça signifie pas grand-chose. Et quel était le début là de ce que vous avez dit qui me paraissait... Vous dites qu'elles ne sont pas des tyrannies, ces démocraties en fait, ces démocraties illibérales, vous prenez par exemple la démocratie hongroise, la démocratie illibérale hongroise d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus précise disons, à décrire que d'autres, parce qu'elle s'explique davantage, elle se conceptualise davantage. Ce sont des démocraties qui pensent, des peuples démocratiques qui pensent que la liberté était trop loin. Et qui ne sont absolument pas d'accord pour dire ce que disent les Français à propos de la liberté, ce que nous apprenons au biberon. Ma liberté s'arrête quand commence celle de l'autre. Les démocraties libérales disent pas du tout. La liberté s'arrête pas là où commence. Ma liberté se développe pas comme ça tant que je veux jusqu'à ce qu'elle rencontre l'autre. Oui, la liberté est interne au sujet, vous dites. Auto-limitée. C'est moi qui décide d'arrêter ma liberté. C'est pas seulement l'autre. C'est complètement différent. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous allez stopper cette liberté illimitée. Vous allez la stopper économiquement, sociétalement, à plein de points de vue. Et au fond, c'est ça. Ce que disent les démocraties libérales, c'est ça. Elles disent que la liberté ou les libertés ont été trop loin. Après, ça se discute, évidemment, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est quand même important de dire que c'est fondé là-dessus. Vous dites ceci, madame, c'est en grande partie la vulgarité, la grossièreté qui font rejeter Le Pen. Oui. C'est quoi l'autre partie qui les ferait rejeter? Je pense que c'est très important parce que... Parlez du père, j'imagine. Oui, je parle du père, oui. C'est très important parce qu'au fond, tous ces régimes dits populistes, qu'aujourd'hui on peut appeler démocratie libérale, et que chez les Grecs anciens, il y a 2500 ans, on appelait des tyrannies, c'était à peu près la même chose. C'était un type tout seul qui faisait un peu son malin et qui avait obtenu l'assentiment du peuple en lui faisant plein de promesses. Ce sont des régimes qui bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, se différencient ou se caractérisent par la vulgarité des propos du chef, par le fait que le chef n'a pas de décence ou de courtoisie comme, en principe, on devrait en avoir dans une démocratie. Oui, vous dites, certaines paroles sont décrétées obscènes quand elles ne vont pas dans le sens du progrès. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Qui décrète ça? Oui, ce sont les élites des pays démocratiques qui, au fond, vont tellement loin dans la décence, la courtoisie démocratique, qu'elles en arrivent à une espèce de sophistication qu'on peut dire décadente. Et finalement, elles traitent d'indécent toute parole qui ne va pas dans leur sens. Donc vous avez en face des peuples qui sont capables de voter pour quelqu'un de complètement vulgaire et débridé, qui passe sa vie à casser des choses précieuses, comme Trump, en disant, écoutez, on en a assez, qu'on nous interdise tout. Et en fait, on nous interdit ce qui ne vous plaît pas, en disant que c'est de l'obscénité. Donc maintenant, on ne va plus en tenir compte. Mais c'est quoi ces choses précieuses? Ça relève de l'hypocrisie? Non. Ce que des gens comme Trump veulent casser, c'est le gouvernement. C'est l'État profond. Quand on pousse une foule à rentrer au Capitole avec des insignes, des armes et des casques, c'est ce que j'appelle casser des choses précieuses, parce que là, il y a un symbole qui est précieux pour la démocratie. Donc... c'est ça. Ça fait partie, si vous voulez, de cette obscénité, cette vulgarité dont je parle, cette incapacité à respecter ce qui est respectable. Pourquoi dites-vous que les reproches adressés à la démocratie sont plus lourds, sont plus profonds que dans les années 30 ? Je pense qu'ils sont plus graves, parce que dans les années 30, on a critiqué la démocratie pour... j'allais dire pour des raisons qui, par rapport à nos raisons d'aujourd'hui, paraissent presque superficielles. On disait que les assemblées parlementaires étaient corrompues. D'ailleurs, c'est vrai, elles ont toujours été un peu, plus ou moins. Enfin, ça dépend des endroits et des moments. Donc, que les parlementaires parlaient pour ne rien dire. Bon, on peut toujours dire ça. Et puis, surtout, ce qu'il y avait, c'est qu'à cette époque, les gens des démocraties occidentales, qui étaient un peu dégoûtés des démocraties, disaient « Ah, vivement une bonne dictature ». Et beaucoup de gens étaient persuadés, surtout dans toute la zone occidentale, et ça allait jusqu'en Slovaquie, que une bonne dictature, ça nous débarrasserait d'un régime. Et on s'est rendu compte maintenant, parce que le temps a passé et on a vu beaucoup de choses que nos ancêtres n'avaient pas vues, que les bonnes dictatures, ça n'existe pas. Autrement dit, nous sommes coincés dans un trou à rats où nous n'avons plus que cette démocratie, que parfois nous n'aimons plus, mais nous savons que nous n'avons rien d'autre.
Et donc ça, c'est déjà assez grave, parce que nous n'avons pas de voie de recours. Enfin, c'est ça qui est compliqué. Et puis il y a aussi le fait que nous ne critiquons pas plus les démocraties juste parce que les parlementaires ont tendance à raconter n'importe quoi. Ce sont des reproches bien plus graves que nous leur adressons. Comme par exemple cette liberté qui est complètement illimitée, qui roule sur son air et qui ne s'arrête pas, aussi bien d'un point de vue économique, mondialisation, sociétale. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Quand on dit à nos enfants de 6 ans, tu es un garçon par hasard, tu peux devenir une fille, ça c'est la liberté illimitée qui ne s'arrête plus et ça devient très grave. Donc c'est beaucoup plus grave que de dire, comme disait Salazar dans les années 20 ou 30... Le portugais. Oui, vous voyez, qui disait les parlementaires, ils font des petites conspirations de promenade. Non, aujourd'hui c'est bien plus grave. C'est bien plus grave que les conspirations de promenade. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous dites qu'on est aujourd'hui dans une impasse, mais beaucoup de nos compatriotes français ont une forme d'admiration, de respect pour Vladimir Poutine, qui est un chef d'État fort. Oui, ça peut d'ailleurs avoir un lien avec le désir de dictature qu'on a vu dans les années 30. Mais alors là, je trouve que ça va beaucoup plus loin, parce que dans les années 30, on n'avait pas encore vu ce que c'était que les dictatures. Enfin, dictatures de l'époque, en tout cas, il y en avait eu dans le temps. Mais Vladimir Poutine est élu au suffrage universel. La constitution russe est issue de constitutionnalistes français. Si on accepte sa manière de gouverner, on peut toujours. On a le droit de penser ce qu'on veut, mais enfin, ça va très très loin. Ça signifie alors que le dégoût de la démocratie est tellement fort que vraiment on accepterait le retour au goulag. Bon, pourquoi pas. Il n'y a pas de goulag en Russie. Ah ben, bien sûr que si, il y en a, monsieur. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il y a des goulags. Les Pussy Riot sont au goulag actuellement. C'est une prison. Dites ce que vous voulez. Quand on envoie les gens pratiquement sans jugement, qu'on vient les chercher au petit matin et qu'on les envoie pour 20 ans vous voyez bien ce qui arrive aux opposants comme Navalny. C'est complètement opaque. C'est encore un totalitarisme. Donc si on préfère un totalitarisme parce qu'on estime que notre démocratie est vraiment horrible, on peut. Peut-être qu'un jour ou l'autre, nous allons voter, nous aurons 55% pour un nouveau totalitarisme. Bon, quand Jacques Chirac a été élu en 2002 à plus de 82%, est-ce qu'on a dit que la France était un pays totalitaire? Ah non, mais je n'ai pas dit que ça serait un pays totalitaire parce qu'il serait élu à X%. Ça serait un pays totalitaire parce que ce seraient des gens qui voudraient avoir un régime comme celui de Poutine. Peut-être que nous aurons bientôt 55% des gens qui voudraient un régime comme celui de Poutine. Après tout, c'est la démocratie, et moi, je n'aurais plus qu'à changer de pays, c'est pas très grave. Après tout, il y a d'autres pays qui ne se gouvernent pas comme ça. À partir de quand un gouvernement dit démocratique devient-il dangereux pour la démocratie? À partir du moment où, pour revenir en boucle sur le début, où il n'a plus d'adversaires mais des ennemis. Donc ça devient effectivement dangereux. Voyant qu'il arrive au peuple de mal voter, vous dites que nos dirigeants perdent confiance en la démocratie et se tournent alors vers la technocratie. Quel rapport les peuples peuvent-ils entretenir avec ce régime technocrate ? Alors, la technocratie n'est pas arrivée uniquement parce qu'il y a eu populisme, puisque la technocratie, elle vient d'avant, en fait. Bon, déjà, c'est quelque chose d'éternel, puisque ça vient de Platon au départ, en fait. Bon, on pourrait faire toute une analyse historique. Mais là, tout récemment, la technocratie s'est mise en place, notamment dans les institutions européennes, surtout, à partir du moment où l'idée socialiste a battu en retraite. Il y a toute cette utopie énorme. On n'imagine pas moi j'ai jamais été marxiste, mais quand on n'a jamais été marxiste, on peut pas s'imaginer, je pense, de ce que ça a été comme désenchantement, quelque chose d'horrible. Quand le marxisme et le socialisme se sont évanouis, on s'est aperçu que ça marchait pas. Alors à ce moment-là, on a, tous ces gens-là, je l'ai vu tout à fait clairement chez Delors. Ce sont des gens qui ont pris le parti finalement d'une technocratie qui était une forme à la fois de pacifisme, de mondialisme, de droit de l'homisme, tout ça réuni. On a fait un paquet et on a dit maintenant il n'y a plus que ça qui marche, il n'y a plus que ça qui vaille, et on a dit la politique est une science, la politique c'est la science d'arriver à ça.
La technocratie, c'est la politique qui n'est pas une démocratie, puisque c'est une science. Alors, une science, c'est pas une démocratie. Vous n'allez pas faire voter les gamins pour savoir si les deux font 4 ou font 5. C'est ce que vous appelez la gouvernance. Alors, elle impose, dites-vous, un monde désublimé où chacun se suffit de son confort matériel. Comment cette gouvernance se situe par rapport à la démocratie ? Alors, la gouvernance, c'est un mode de gouverner. Le mot a été... je ne dis pas inventé, mais réemployé par l'institution européenne. C'est un vieux mot qui existait depuis plusieurs siècles. Et on a repris ce mot à la place de gouvernement. Ce qui est tout à fait intéressant, parce qu'en fait, dans le terme gouvernance, il y a justement ce côté technique. Oui, c'est la compétence qui se greffe sur la démocratie, vous dites. Alors, c'est un gouvernement dans lequel on dit, c'est un gouvernement devenu gouvernance, c'est un gouvernement dans lequel on dit celui qui gouverne, c'est le sachant, celui qui est compétent. Et les autres, celui qui a raison. C'est celui qui a raison, si vous voulez, on peut dire ça. Et les autres, comme ils ne savent pas, ils ne sont pas sachants, eh bien, ils n'ont rien à dire. C'est ce que vous expliquez, there is no alternative. Voilà, c'est ce que disait, il n'y a pas d'alternative. Ce que disait Thatcher. Il disait, il n'y a pas d'alternative. Je dis ça et c'est ça. Parce qu'il n'y a que ça qui soit bien. Et ça, c'est impressionnant parce que c'est plus du tout de la démocratie. Ben oui, vous l'expliquez, la décision démocratique est à l'antithèse de la science. La démocratie, elle peut se tromper, mais elle est issue du peuple. Elle est issue du peuple et puis elle part du principe surtout que le chemin du bien commun n'est pas un chemin certain. C'est un chemin de prudence, c'est un chemin de réflexion permanente, de discussion permanente. Donc, c'est beaucoup le bon sens. Donc, on discute tout le temps de ce chemin du bien commun qui est jamais sûr. Puis on peut se tromper. Et tandis que dans la gouvernance, il y a une voie, celle du sachant. Il y a un côté totalitaire dans la gouvernance. Oui, mais j'aime pas utiliser le mot totalitaire n'importe comment, parce que totalitaire, ça signifie un truc bien précis. Mais il y a un côté dictatorial, autocratique, si vous voulez. C'est ce qu'on a vu lors de la crise du Covid, avec ce conseil, conseil dirigé par M. Delfrécy, oui, alors là, qui était très opaque. Oui, mais alors là, je mettrais un bémol, bien que je vois bien ce que vous voulez dire, et je suis pas loin d'être d'accord avec vous, au moins en partie, mais je mettrais un bémol, parce que je pense que là, nos gouvernants se sont dit, et pas à un juste titre, que nous étions en situation exceptionnelle. Or, quand on se trouve en situation exceptionnelle, même en démocratie, et ça c'est les Romains qui l'ont inventé au VIe siècle avant Jésus-Christ, sous la Première République, quand on se trouve en situation exceptionnelle, il faut quand même prendre des moyens qui sont carrément presque autocratiques, parce que sinon on ne peut rien faire. Et là, les gouvernants se sont dit, étant donné mais on a un petit peu sublimé la gravité aussi. Ils se sont dit, étant donné l'importance de la santé maintenant, que tout le monde a peur d'attraper la grippe, on n'est plus au temps de la peste. Étant donné ça, il faut vraiment faire très 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 attention, et je pense qu'ils n'avaient pas tort. Alors je suis d'accord avec vous pour dire qu'ils ont été trop loin, que tout ça a été ridicule. Ça n'empêche que quand vous avez des populations tellement fragiles, qui ont tellement peur de tout, qui sont tellement affolées devant le moindre virus. Mais est-ce que la peur n'a pas été orchestrée, comme le disait Christophe Barbier, le pouvoir médiatico-politique a utilisé la peur pour que les Français se tiennent à carreau, et ça a marché, a-t-il dit. Je trouve ça trop facile de dire ça. Non, moi, je ne vais pas si loin. Je vais pas si loin. Je ne peux pas vous dire que... Je pense qu'effectivement, les gouvernants ont un petit frisson de plaisir quand ils voient que toute une population affolée leur obéit au doigt et à l'œil. D'accord, mais enfin, de là à dire qu'ils ont affolé les gens exprès, je ne vais pas jusque-là. Alors, vous dites qu'en dehors de l'Occident, la démocratie a perdu son statut de meilleur régime incontesté. Alors, ce serait quoi? Qui seraient ces pays qui auraient vu la démocratie comme un but ultime à atteindre? Malheureusement, votre question est bonne, mais c'est nous, en fait. C'est l'histoire, vous vous souvenez, le bouquin de Fukuyama, sur la fin de l'histoire. L'Occident, à ce moment-là, juste après la chute du mur, était persuadé que la démocratie, c'était le régime de la fin de l'histoire, et que tout le monde allait nous imiter. Alors, on essayait d'installer des démocraties partout. À cette époque, on n'avait pas encore compris que ça ne marchait pas, et on pensait que... En lâchant des bombes sur des civils innocents. Entre autres. Et puis, quand nos gouvernants allaient en Chine, ils revenaient, ils étaient tout fiers parce que les Chinois avaient signé des machins sur les droits de l'homme, parce que les Chinois étaient à l'époque un peu tétanisés, il fallait absolument qu'ils fassent plaisir aux Occidentaux. Les Occidentaux se sont imaginés, bêtement, que la démocratie était la fin de l'histoire pour tout le monde. Et naturellement, c'est pas comme ça que ça marche.
justement cette tentative des démocraties de convertir tout un tas de pays à cette démocratie politique par l'usage de la force. Pourquoi c'est resté toujours infructueux, ces tentatives? Oui, mais c'est pas parce que c'était l'usage de la force, parce que d'abord, il n'y a pas eu la force partout. Oui, c'est ce que vous expliquez, justement. Non, on a utilisé la force, bien sûr, je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs, personne ne peut le contester. Mais on a récupéré, dans certains pays, des mouvements d'élite qui voulaient passer à la démocratie. Vous avez toujours, en Russie, vous avez actuellement une élite qui veut passer à la démocratie. Une partie est en exil, mais une partie est aussi là-bas. Donc on a récupéré ces mouvements et on a appuyé ce qu'on a appelé la révolution de couleur. Alors pourquoi ça marchait pas? Ça marchait pas parce que la démocratie, c'est pas une clé à molette qu'on passe à son voisin en disant bah tiens tu l'utilises puis après tu me la rends, ou c'est pas une application, moi sur le téléphone je te passe l'application. Ça marche pas du tout comme ça. C'est quelque chose, c'est un régime qui peut s'instaurer s'il y a une liberté profonde. À l'origine, avant, s'il y a un terrain propice, des conditions. Et nous, si ça a pu s'installer, ça a mis des siècles chez nous, c'est qu'il y avait un terrain de dignité de la personne, de liberté de conscience, un certain nombre de choses comme ça. Donc la liberté n'est pas toujours bien reçue partout. Mais bien, elle est déjà pas. C'est même pas une histoire de bien reçu. Elle n'est pas dans les. En terre d'islam. Dans les fondamentaux. Elle n'est pas dans les fondamentaux du Coran, par exemple. Donc. Ça commence par la soumission, l'islam. Oui. D'ailleurs, islam, ça signifie soumission. Exactement. Donc. C'est quand même compliqué de vouloir installer une démocratie dans un lieu où la religion dominante s'appelle soumission. C'est difficile. Ça sera ma dernière question, Chantal Delsol. Pour se perpétuer, vous dites que la démocratie devra renoncer à son arrogance et refonder ses propres légitimités. Comment nos démocraties modernes pourront-elles renoncer à cette arrogance ? Déjà, je pense que sur le plan mondial, on voit bien qu'actuellement un très grand nombre de pays ne veulent plus nous suivre, non plus du tout, pour reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, la Chine n'a plus du tout envie de signer des déclarations des droits de l'homme pour nous faire plaisir. Au contraire, elle ne veut pas du tout nous faire plaisir. Elle n'arrête pas d'ailleurs de rédiger des papiers pour dire que la démocratie occidentale c'est un truc de fou, etc. Donc personne. Et je pense que c'est parce que nous avons été trop loin, parce que nous sommes, disons, arrogants dans nos idées, que beaucoup de pays ne veulent plus nous suivre et voudront de moins en moins nous suivre. Si vous voulez, si je veux me résumer, peut-être un certain nombre de pays, comme par exemple la Russie, sous Poutine ou peut-être après, j'en sais rien, seraient d'accord pour les droits de l'homme, la liberté de conscience, peut-être un peu plus élaboré, mais si c'est pour le mariage homosexuel, c'est non et toujours non. Et ça serait pareil pour plein d'autres pays. Mais n'ont-ils pas raison en voyant l'état de nos pays occidentaux, la décadence, le laxisme? Oui, mais je suis d'accord. Enfin, si vous voulez, chez eux, ça va pas tellement bien non plus. Donc, faut pas non plus s'imaginer. C'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas si vous parlez de la Russie ou parlez de quoi? De la Russie. Parce que vous pensez que c'est pas un pays décadent? Expliquez-nous pourquoi. Parce que... Je veux dire, tout ce qui nous reproche, naturellement, ils ne vont pas accepter le mariage homosexuel, d'accord. Si on peut dire que c'est une décadence, effectivement. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un pays très vertueux. Enfin, si vous ouvrez vos mails, les filles à vendre, c'est des filles russes. Vous n'avez pas vu ça? Belles filles blondes à vendre. Il y a aussi des filles africaines qui viennent. Oui, peut-être, mais enfin, je trouve que non, c'est pas. Franchement, c'est pas un pays vertueux. Enfin, quand vous voyez. Mais quel est le pays vertueux à prendre pour modèle? Il n'y a pas de pays vertueux. Ouais. Chacun essaie d'être vertueux. Vous dites on ne résoudra pas les problèmes de la démocratie par toujours plus de démocratie, comme on ne résoudra pas les problèmes de l'Europe par toujours plus d'Europe. Ça, c'est encore un autre problème. C'est encore c'est une autre question. Oui, c'est une autre affaire. Oui, d'accord. Non, parce que je disais que l'un des problèmes de la démocratie, je crois que je l'ai écrit un peu plus tôt au début, mais peu importe, c'est qu'on s'est imaginé qu'on allait pouvoir mettre de la démocratie partout. Alors, que la démocratie, ça marche, mais ça doit s'instaurer aussi dans les universités, dans la famille, dans l'armée même, etc. Ou dans les universités, on doit voter pour savoir quel livre il faut lire, ou je ne sais quoi, enfin peu importe. Alors qu'en fait, non, ça marche pas du tout comme ça, et ça a abîmé la démocratie, que de l'étendre absolument partout. C'est ça que j'ai voulu dire, parce que la démocratie est faite pour les sociétés civiles, et pas pour les sociétés fermées. Si vous voulez, dans un monastère, on ne fait pas voter les moines pour savoir s'ils veulent devenir bouddhistes. Dans un monastère catholique, non. Ils rentrent pour être catholiques. S'ils ne sont pas d'accord et veulent devenir bouddhistes, ils peuvent sortir, aller chez les bouddhistes à côté, si vous voulez. Tandis que dans une société civile, on ne peut pas. On est né là,
Et donc, il faut bien qu'on vive tous ensemble. On est tous nés là et on est tous différents. Donc, il faut accepter la diversité. C'est pour ça que la démocratie s'est instaurée ici, dans une société civile, et pas dans l'armée, vous voyez. Donc, il faut bien mettre des limites à tout ça, parce que sinon, on fait n'importe quoi. Les infortunes contemporaines de la démocratie, c'est le titre, madame, de votre ouvrage édité chez Bollène, comme d'habitude, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci, madame. Merci.